à la fois ça demande et ça ne demande pas beaucoup d'explications. Ça en demande quand même un petit peu parce que je voudrais que soit un petit peu clair ce qui se passe ici quand on fait cours. Vous savez que l'institution où vous êtes et où je suis n'est pas exactement une institution d'enseignement. Enfin, quelle qu'ait été la signification qu'on a voulu lui donner quand elle a été créée il y a longtemps, actuellement, le Collège de France fonctionne essentiellement comme une sorte d'organisme de recherche. On est payé pour faire de la recherche et je crois que l'activité d'enseignement, à la limite, n'aurait pas de sens si on ne lui donnait, ou si on lui prêtait en tout cas, la signification que voici, enfin que je suggère, qui est simplement ceci: puisque on est payé pour faire de la recherche, qu'est-ce qui peut contrôler la recherche qu'on fait? De quelle manière est-ce que l'on peut tenir au courant ceux qui peuvent s'y intéresser et ceux qui ont quelques motifs de se brancher sur cette recherche? Comment est-ce qu'on peut faire? Sinon, finalement, par l'enseignement, c'est-à-dire par la déclaration publique, le compte-rendu public qui est à peu près régulier du travail qu'on est en train de faire. Je ne considère pas donc ces réunions du mercredi, qu'elles aient lieu le matin ou le soir, je ne les considère pas comme des activités d'enseignement, mais plutôt comme des sortes de compte-rendu public d'un travail que par ailleurs on me laisse faire à peu près comme je veux. Dans cette mesure-là, je me considère comme absolument tenu en effet à vous dire à peu près ce que je fais, où j'en suis, dans quelle direction ça va, et dans cette mesure-là également, je vous considère comme entièrement libre de faire avec ce que je dis ce que vous voulez. C'est des pistes de recherche, c'est des idées, c'est des schémas, c'est des pointillés, c'est des instruments, faites-en ce que vous voulez, à la limite, ça m'intéresse et ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas dans la mesure où je n'ai pas à poser de loi à l'utilisation que vous en faites, et ça m'intéresse dans la mesure où, d'une manière ou d'une autre, ça se rapproche, ça se branche sur ce que je fais. Bon, ceci étant dit, vous savez ce qui s'est passé au cours des années précédentes, c'est que par une sorte d'inflation dont je comprends mal les raisons, on était arrivé, je crois, à un truc qui était à peu près bloqué. C'est-à-dire que vous étiez obligé d'arriver à 4h30, je sais pas quoi, enfin bon, une grande partie de l'après-midi à attendre, et moi je me trouvais devant un auditoire composé de gens avec lesquels je n'avais au sens strict aucun contact, puisque une partie, sinon une moitié de l'auditoire, devait aller dans une autre salle écouter au bout d'un micro ce que j'étais en train de dire. Bon, ça devenait même plus du spectacle, puisqu'on ne se voyait pas. Bon, c'était bloqué pour une autre raison, c'est que pour moi, je vous le dis comme ça, le fait d'avoir à faire tous les mercredis soirs cette espèce de cirque était pour moi un véritable, comment dire, supplice, c'est beaucoup dire, ennui, c'est un petit peu faible. Enfin, c'était un peu entre les deux, de sorte que j'en arrivais à effectivement préparer avec pas mal de soin et d'attention ces cours, y consacrer beaucoup de temps, et consacrer ce temps, moins si vous voulez, à la recherche proprement dite, aux choses à la fois intéressantes et un peu incohérentes que j'aurais pu dire, mais à me poser la question, comment est-ce que je vais pouvoir, en 1h, 1h15, 1h30, faire tenir tel ou tel truc, de manière que ça n'ennuie pas trop les gens, de manière à ce que, après tout, la bonne volonté qu'ils ont mis à venir si tôt, m'entendre si peu de temps, soit un peu récompensée, etc. Si bien que j'y passais des mois, et puis je crois que ce qui était la raison d'être, à la fois de ma présence ici et même de votre présence à vous, c'est-à-dire, faire de la recherche, gratter, dépoussiérer un certain nombre de choses, avoir des idées, tout ça n'était pas effectivement la récompense du travail fait, les choses restaient trop en suspens, voilà. Alors je me suis dit, ça serait tout de même pas mal si on pouvait se retrouver
à 30 ou 40 dans une salle où à la fois je pourrais dire à peu près ce que je fais et en même temps avoir des contacts avec vous, parler, répondre à vos questions. Enfin bon, on reprenne un petit peu les possibilités d'échange ou de contact qui sont normalement liées à une pratique normale de recherche ou d'enseignement. Alors comment faire? Comme il était évident que je ne voulais à aucun prix, et d'ailleurs légalement je ne peux pas poser des conditions formelles d'accès à cette salle, je ne voulais pas. Eh bien j'ai pris donc la méthode sauvage qui consiste à mettre ça à 9h30 du matin, pensant, comme le disait hier mon correspondant, que les étudiants ne savent plus se lever à 9h30. Alors vous me direz que c'est tout de même un critère de sélection qui n'est pas très juste, ceux qui se lèvent et ceux qui ne se lèvent pas. Bon, enfin, c'est celui-là ou un autre. De toute façon, il y a toujours des petits micros qui sont là, avec des petits appareils d'enregistrement, et comme ça circule ensuite, ça... En certains cas, ça reste à l'état de bande, dans d'autres cas, ça se retrouve en dactylogramme, quelquefois même, ça se retrouve dans les librairies. Alors je me suis dit, ça circulera toujours. Et puis, voilà. Bon, on va donc essayer comme ça. S'il s'avère que l'auditoire continue à être nombreux et lourd, mais quand je dis lourd, je ne veux rien dire de péjoratif à votre endroit, hein, la lourdeur de la situation. Bon, si ça s'avère finalement revenir pratiquement à la situation de l'an dernier, eh bien, on verra si on ne revient pas aux heures anciennes, on ne trouve pas d'autres moyens de s'en sortir. Enfin, on va un petit peu essayer comme ça. Excusez-moi donc de vous avoir fait le veto, et excusez-moi auprès de ceux qui ne peuvent pas venir. C'est un essai pour remettre un petit peu ces entretiens et ces rencontres du mercredi dans le fil plus normal d'une recherche, d'un travail qui essaie de rendre compte de lui-même à intervalles institutionnels et réguliers. Bon, il y a tout de même au moins une chose qui s'est passée à l'an dernier, c'est que c'est chaud. On ne peut pas ouvrir, non? Oh, mais alors si vous savez faire. Ah oui, c'est vous tout à l'heure qui me disiez, c'est comme chez les dispos, donc on peut faire des commentaires. Non, c'est pas vrai. Attendez, en bon. Alors, ce que je voudrais vous dire cette année. Je voulais vous dire, je vous l'ai déjà dit un petit peu, c'est que j'en ai un peu assez. C'est-à-dire que je voudrais essayer de clore, enfin de mettre jusqu'à un certain point un terme à une série de recherches. Enfin, recherche, c'est un mot qu'on emploie comme ça, qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Série de recherches qu'on a fait depuis 4 ou 5 ans, enfin pratiquement depuis que je suis là, et dont je me rends bien compte qu'elles ont cumulé ces recherches, aussi bien pour vous que pour moi, les inconvénients. C'était des recherches qui étaient fort voisines les unes des autres, sans arriver à former un ensemble cohérent ni une continuité. C'était des recherches fragmentaires qui n'arrivaient, donc aucune finalement n'est arrivée à son terme et qui n'avaient même pas de suite. C'était des recherches dispersées et en même temps très répétitives, qui retombaient dans les mêmes ornières, dans les mêmes thèmes, dans les mêmes concepts, etc. Ce que j'ai fait, vous vous en souvenez, quoi, c'était comme ça des petits propos sur l'histoire de la procédure pénale, quelques chapitres concernant l'évolution et l'institutionnalisation de la psychiatrie au XIXe siècle. Ça a été des considérations sur la sophistique ou sur la monnaie grecque ou sur l'Inquisition au Moyen-Âge.
ça a été l'esquisse d'une histoire de la sexualité, ou en tout cas d'une histoire du savoir de la sexualité à travers les pratiques de confession au XVIIe siècle ou les contrôles de la sexualité enfantine au XVIIIe, XIXe siècle. Ça a été une genèse, le repérage de la genèse d'une théorie et d'un savoir de l'anomalie avec toutes les techniques qui lui sont liées. Bon, tout cela, ça piétine, ça n'avance pas, tout ça, ça se répète et ce n'est pas lié. Au fond, ça ne cesse pas de dire la même chose et pourtant peut-être ça ne dit rien. Ça s'entrecroise dans un embrouillamini peu déchiffrable qui ne s'organise guère. Bref, comme on dit, ça n'aboutit pas. Je pourrais vous dire, bon, mais après tout ça, c'était des pistes à suivre, peu importait après tout où elles allaient, il importait même que ça n'aille nulle part en tout cas, dans aucune direction qui soit prédéterminée à l'avance. C'était bien comme des pointillés, à vous de les continuer ou de les infléchir, à moi éventuellement de les poursuivre ou de leur donner une autre configuration. Après tout, ces fragments, eh bien, on verra bien, vous ou moi, ce qu'on peut en faire. Je me faisais un peu l'effet d'un cachalot qui saute par-dessus la surface de l'eau en y laissant une petite trace provisoire d'écume, et puis qui laisse croire, ou fait croire, ou veut croire, ou croit peut-être effectivement lui-même qu'en dessous, là où on ne le voit plus, là où il n'est plus perçu ni contrôlé par personne, eh bien, il suit une trajectoire profonde, cohérente et réfléchie. Bon, voilà à peu près quelle était la situation, enfin telle que je l'aperçois, je ne sais pas ce qu'elle était de votre côté. Après tout, que le travail que je vous ai présenté ait eu cette allure à la fois fragmentaire, répétitive et discontinue. Après tout, ça correspondrait bien à quelque chose qu'on pourrait appeler une paresse fiévreuse, c'est-à-dire celle qui affecte caractériellement les amoureux des bibliothèques, des documents, des références, des écritures poussiéreuses, des textes qui ne sont jamais lus, des livres qui, une fois à peine imprimés, sont refermés et dorment ensuite sur des rayons dont ils ne sont tirés que quelques siècles après. Tout cela conviendrait bien à l'inertie affairée de ceux qui professent un savoir pour rien, une sorte de savoir somptuaire, une richesse de parvenus dont les signes extérieurs, vous le savez bien, eh bien, on les trouve disposés en bas des pages. Ça conviendrait à tous ceux qui se sentent solidaires d'une des sociétés secrètes, sans doute les plus anciennes de l'Occident, les plus caractéristiques aussi de l'Occident, de ces sociétés secrètes étrangement indestructibles, qui ont été inconnues dans l'Antiquité, me semble-t-il, et qui se sont formées tôt dans le christianisme, à l'époque des premiers couvents, sans doute, aux confins des invasions, des incendies et des forêts. Je veux parler de la grande, tendre et chaleureuse franc-maçonnerie de l'érudition inutile. Seulement, ce n'est pas simplement ça, et le goût de cette franc-maçonnerie qui m'a poussé à faire ce que j'ai fait. Il me semble que le travail que je fais, qu'on a fait, bon, comme ça, qui est passé d'une manière un petit peu empirique et hasardeuse de vous à moi et de moi à vous, eh bien, ce travail, il me semble tout de même qu'on pourrait le justifier en disant qu'il convenait assez bien à une certaine période très limitée, qui est celle que nous venons de vivre, des 10 ou 15, maximum 20 dernières années. Je veux dire une période dans laquelle on peut noter deux phénomènes qui ont été, sinon réellement importants, du moins me semble-t-il assez intéressants. D'une part, c'est une période qui a été caractérisée par qu'on pourrait appeler l'efficacité des offensives dispersées et discontinues.
Je pense à bien des choses, à l'étrange efficacité par exemple. L'étrange efficacité qu'a montré lorsqu'il s'est agi d'enrayer le fonctionnement de l'institution psychiatrique, l'étrange efficacité de des discours très localisés finalement de l'antipsychiatrie, discours dont vous savez bien qu'ils n'étaient soutenus et qu'ils ne sont encore soutenus par aucune systématisation d'ensemble, quelle que puisse être encore leur référence. Je pense à la référence d'origine à l'analyse existentielle ou aux références actuelles prises en gros dans le marxisme, dans les théories de Reich. Je pense également encore à l'étrange efficacité des attaques qui ont eu lieu contre disons la morale ou la hiérarchie sexuelle traditionnelle, attaques qui, elles aussi, n'étaient référées que d'une manière vague et assez lointaine, bien floue en tout cas, à Reich ou à Marcuse. Je pense encore à l'efficacité des attaques contre l'appareil judiciaire et pénal, attaques dont certaines étaient fort lointainement rapportées à cette notion générale et d'ailleurs assez douteuse de justice de classe, et dont d'autres étaient rattachées à peine plus précisément à une thématique anarchiste. Je pense également, et plus précisément au fond encore, à l'efficacité de quelque chose, je n'ose même pas dire d'un livre, comme l'Anti-Oedipe, qui était référé, qui n'est pratiquement référé à presque rien d'autre qu'à sa propre et prodigieuse inventivité théorique, livre ou plutôt chose, événement qui est parvenu à faire s'enrouer jusque dans la pratique la plus quotidienne ce murmure pourtant longtemps ininterrompu qui a filé du divan au fauteuil. Donc, je dirais ceci, depuis 10 ou 15 ans, immense et proliférante critiquabilité des choses, des institutions, des pratiques, des discours, une sorte de friabilité générale des sols, même et peut-être surtout les plus familiers, les plus solides et les plus prochains de nous, de notre corps, de nos gestes de tous les jours. C'est cela qui apparaît, mais en même temps que cette friabilité et cette étonnante efficacité des critiques discontinues et particulières et locales, en même temps et par là même se découvre dans les faits quelque chose qui n'était peut-être pas prévu au départ, ce serait ce qu'on pourrait appeler l'effet inhibiteur propre aux théories totalitaires, je veux dire en tout cas aux théories enveloppantes et globales. Non pas que ces théories enveloppantes et globales n'aient pas fourni, et ne fournissent pas encore d'une manière assez constante, des instruments localement utilisables. Le marxisme, la psychanalyse sont précisément là pour le prouver. Mais elles n'ont fourni, je crois, ces instruments localement utilisables à la condition, justement, que l'unité théorique du discours soit comme suspendue, en tout cas découpée, tiraillée, mise en charpie, retournée, déplacée, caricaturée, jouée, théâtralisée, comme ça. En tout cas, toute reprise dans les termes mêmes de la totalité, toute reprise a conduit de fait à un effet de freinage. Donc, si vous voulez, premier point, premier caractère de ces choses qui se sont passées depuis une quinzaine d'années, caractère local de la critique, ce qui ne veut pas dire, je crois, empirisme obtus, naïf ou niais, ce qui ne veut pas dire non plus, je pense, éclectisme mou, opportunisme, perméabilité à n'importe quelle entreprise théorique, ce qui ne veut même pas dire non plus ascétisme un peu volontaire qui se réduirait lui-même à la plus grande maigreur théorique possible. Je crois que ce caractère essentiellement local de la critique indique en fait quelque chose qui serait une sorte de production théorique autonome, non centralisée, c'est-à-dire qui n'a pas besoin
pour établir sa validité du visa d'un régime commun. Et c'est là que l'on touche à un second trait de ce qui s'est passé depuis quelque temps. L'autre trait, eh bien, c'est que cette critique locale s'est effectuée, me semble-t-il, par ce qu'on pourrait appeler, à travers ce qu'on pourrait appeler des retours de savoir. Par retour de savoir, je veux dire ceci. C'est vrai que dans ces années qui viennent de se passer, on a rencontré souvent, au moins à un niveau superficiel, toute une thématique, non, plus de savoir mais la vie, plus de connaissances mais le réel, pas de livre mais le trip, etc. Il me semble que sous cette thématique, à travers elle, dans cette thématique même, ce qu'on a vu se produire, c'est ce qu'on pourrait appeler l'insurrection des savoirs assujettis. Et par savoir assujetti, j'entends deux choses. D'une part, je veux désigner, en somme, des contenus historiques qui ont été ensevelis, masqués dans des cohérences fonctionnelles ou dans des systématisations formelles. Concrètement, si vous voulez, ce n'est certainement pas une sémiologie de la vie asilaire, ce n'est pas non plus une sociologie de la délinquance, mais bel et bien l'apparition de contenus historiques qui a permis de faire, aussi bien de l'asile que de la prison, la critique effective. Et tout simplement, eh bien, parce que seuls les contenus historiques peuvent permettre de retrouver le clivage des affrontements et des luttes que les aménagements fonctionnels ou les organisations systématiques ont pour but justement de masquer. Donc les savoirs assujettis, ce sont ces blocs de savoirs historiques qui étaient présents et masqués à l'intérieur des ensembles fonctionnels et systématiques et que la critique a pu faire réapparaître par les moyens, bien entendu, de l'érudition. Deuxièmement, par savoir assujetti, je crois qu'il faut entendre autre chose, et en un sens, tout autre chose. Par savoir assujetti, j'entends également toute une série de savoirs qui se trouvaient être disqualifiés comme savoir non compétent, comme savoir insuffisamment élaboré, savoir naïf, savoir hiérarchiquement inférieur, savoir en dessous du niveau de la connaissance ou de la scientificité requise. Et c'est la réapparition de ces savoirs d'en dessous, de ces savoirs non qualifiés, de ces savoirs même disqualifiés, c'est par la réapparition de ces savoirs, celui du psychiatrisé, celui du malade, celui de l'infirmier, celui du médecin, mais parallèle et marginal au savoir médical, le savoir du délinquant, etc. C'est ce savoir que j'appellerais, si vous voulez, le savoir des gens, et qui n'est pas du tout un savoir commun, un bon sens, mais au contraire, un savoir particulier, un savoir local, régional, un savoir différentiel, incapable d'unanimité, et qui ne doit sa force qu'au tranchant qui l'oppose à tous ceux qui l'entourent. C'est la réapparition de ce savoir, de ces savoirs locaux des gens, de ces savoirs disqualifiés, que s'est faite la critique. Vous me direz, il y a tout de même là quelque chose comme un étrange paradoxe, que de vouloir grouper, coupler dans la même catégorie des savoirs assujettis, d'une part, ces contenus de la connaissance historique méticuleuse, érudite, exacte, et puis ces savoirs locaux, singuliers, ces savoirs des gens qui sont des savoirs sans sens commun, et qui ont été, en quelque sorte, laissés en jachère quand ils n'ont pas été effectivement et explicitement tenus en lisière. Eh bien, je crois que, en fait, ce couplage entre les savoirs ensevelis de l'érudition et les savoirs disqualifiés par la hiérarchie des connaissances et des sciences, il me semble que c'est dans ce couplage
qu'a joué effectivement, que s'est joué, ce qui a donné à la critique de ces 10 ou 15 dernières années sa force essentielle. Dans un cas comme dans l'autre, en effet, dans ce savoir de l'érudition, comme dans ces savoirs disqualifiés, dans ces deux formes de savoir assujettis ou ensevelis, de quoi s'agissait-il en effet? Eh bien, il s'agissait du savoir historique des luttes. Dans les domaines spécialisés de l'érudition, comme dans le savoir disqualifié des gens, eh bien, gisait la mémoire des combats, celle précisément qui a été jusqu'alors tenue en lisière. Et c'est ainsi dessiné ce qu'on pourrait appeler une généalogie, ou se sont dessinées plutôt des recherches généalogiques multiples, à la fois redécouvertes exactes des luttes et mémoire brute des combats. Et ces généalogies, comme couplage de ce savoir érudit et de ce savoir des gens, eh bien, ces généalogies, bien sûr, n'ont été possibles, et on n'a même pu les tenter qu'à une condition, c'est que soit levée la tyrannie des discours englobants avec leur hiérarchie et avec tous les privilèges de l'avant-garde théorique. Appelons, si vous voulez, généalogie le couplage des connaissances érudites et des mémoires locales, couplage qui permet la constitution d'un savoir historique des luttes et l'utilisation de ce savoir dans les tactiques actuelles. Ce sera donc la définition provisoire de ces généalogies que j'ai essayé de faire avec vous au cours des dernières années. Dans cette activité, on peut dire donc généalogique, vous voyez qu'en fait, il ne s'agit aucunement d'opposer à l'unité abstraite de la théorie la multiplicité concrète des faits. Il ne s'agit aucunement de disqualifier le spéculatif pour lui opposer, dans la forme d'un scientisme quelconque, la rigueur de connaissances bien établies. Ce n'est donc pas un empirisme qui traverse ce projet généalogique, ce n'est pas non plus un positivisme au sens ordinaire du terme qui les supporte. Il s'agit en fait de faire jouer des savoirs locaux, discontinus, disqualifiés, non légitimés, contre l'instance théorique unitaire qui prétendrait les filtrer, les hiérarchiser, les ordonner au nom d'une connaissance vraie, au nom des droits d'une science qui serait détenue par quelques-uns. Les généalogies ne sont donc pas des retours positivistes à une forme de science plus attentive ou plus exacte. Les généalogies, ce sont très exactement des anti-sciences. Non pas qu'elles revendiquent le droit lyrique à l'ignorance et au non-savoir, non pas qu'il s'agisse du refus de savoir ou de la mise en jeu, la mise en exergue des prestiges d'une connaissance, d'une expérience immédiate, non encore captée par le savoir. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de l'insurrection des savoirs, non pas tellement contre les contenus, les méthodes ou les concepts d'une science, mais d'une insurrection des savoirs, d'abord et avant tout, contre les effets de pouvoir centralisateur qui sont liés à l'institution et au fonctionnement d'un discours scientifique organisé à l'intérieur d'une société comme la nôtre. Et que cette institutionnalisation d'un discours scientifique prenne corps dans une université ou d'une façon générale dans un appareil pédagogique. Que cette institutionnalisation des discours scientifiques prenne corps dans un réseau théorico-commercial comme la psychanalyse, ou dans un appareil politique avec toutes ses afférences, comme dans le cas du marxisme. Au fond, peu importe, c'est bien
contre les effets de pouvoir propres à un discours considéré comme scientifique que la généalogie doit mener le combat. D'une façon plus précise, si vous voulez, ou en tout cas qui vous parlera peut-être mieux, je dirais ceci. Depuis bien des années maintenant, plus d'un siècle sans doute, vous savez combien ont été nombreux ceux qui se sont demandé si, oui ou non, le marxisme était une science. On pourrait dire que la même question a été posée et ne cesse d'être posée à propos de la psychanalyse ou, pire encore, à la sémiologie des textes littéraires. Mais à toute cette question-là, est-ce une science ou n'est-ce pas une science? Les généalogies ou les généalogistes répondraient, eh bien précisément, ce qu'on vous reproche, c'est de faire du marxisme ou de la psychanalyse ou de telle ou telle autre chose, ce qu'on vous reproche, c'est d'en faire une science. Et si on a une objection à faire au marxisme, c'est qu'il pourrait effectivement être une science. En termes un peu plus, sinon élaborés, plus dilués, je dirais ceci. Avant même de savoir dans quelle mesure quelque chose comme le marxisme ou la psychanalyse est analogue à une pratique scientifique dans son déroulement quotidien, dans ses règles de construction, dans les concepts utilisés, avant même de se poser cette question de l'analogie formelle et structurale d'un discours marxiste ou psychanalytique avec un discours scientifique, est-ce qu'il ne faut pas se poser d'abord la question, s'interroger d'abord sur l'ambition de pouvoir qu'emporte avec soi la prétention à être une science. Les questions qu'il faut poser, est-ce que ce n'est pas celle-ci? Quel type donc de savoir voulez-vous disqualifier du moment que vous vous dites être une science? Quel sujet parlant, quel sujet discourant, quel sujet d'expérience et de savoir voulez-vous donc minoriser du moment que vous dites, moi qui tiens ce discours, je tiens un discours scientifique et je suis un savant? Quelle avant-garde théorico-politique voulez-vous donc introniser pour la détacher de toutes les formes massives, circulantes et discontinues de savoir? Et je dirais, quand je vous vois vous efforcer d'établir que le marxisme est une science, je ne vous vois pas, à dire vrai, en train de démontrer une fois pour toutes que le marxisme a une structure rationnelle et que ses propositions relèvent par conséquent de procédures de vérification. Je vous vois d'abord et avant tout en train de faire autre chose, c'est-à-dire je vous vois en train de lier au discours marxiste et je vous vois affecter à ceux qui tiennent ce discours, eh bien, des effets de pouvoir que l'Occident, depuis maintenant le Moyen-Âge, a affecté à la science et a réservé à ceux qui tiennent un discours scientifique. La généalogie, ce serait donc, par rapport au projet d'une inscription des savoirs dans la hiérarchie du pouvoir propre à la science, ce serait donc contre cette inscription des savoirs une sorte d'entreprise pour désassujettir les savoirs historiques et les rendre libres, c'est-à-dire capables d'opposition et de lutte contre la coercition d'un discours théorique, unitaire, formel et scientifique. La réactivation des savoirs locaux, mineurs, je dirais peut-être Deleuze, la réactivation des savoirs locaux et mineurs contre la hiérarchisation scientifique de la connaissance et ses effets de pouvoir intrinsèques, c'est ça le projet de ces généalogies en désordre et en charpie. Je dirais en deux mots ceci. On pourrait peut-être dire que l'archéologie, eh bien, ça serait la méthode propre
à l'analyse des discursivités locales et la généalogie, la tactique qui fait jouer à partir de ces discursivités locales ainsi décrites les savoirs des assujettis qui s'en dégagent. Bon, eh bien, ceci pour restituer le projet d'ensemble. Vous voyez que tous les fragments de recherche, tous ces propos à la fois entrecroisés et suspendus que j'ai répétés avec obstination depuis 4 ou 5 ans maintenant, pouvaient être considérés comme des éléments de ces généalogies que je n'ai pas été, loin de là, le seul à faire au cours de ces 15 dernières années. Problème, si vous voulez, question, pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas avec une si jolie théorie, mais vraisemblablement si peu vérifiable, de la discontinuité? Pourquoi est-ce que je ne continue pas et pourquoi est-ce que je ne prends pas encore un petit quelque chose comme ça, je serais du côté de la psychiatrie, la théorie de la sexualité, etc. On pourrait continuer, c'est vrai, et jusqu'à un certain point, j'essaierai de continuer. J'essaierai de continuer, n'était peut-être un certain nombre de changements, et de changements dans la conjoncture. Je veux dire que par rapport à la situation que nous avions connue il y a 5, 10, encore 15 ans, les choses ont peut-être changé, la bataille n'a peut-être pas tout à fait le même visage. Est-ce que nous sommes bien, en tout cas, dans ce même rapport de force qui nous permettrait de faire valoir, en quelque sorte à l'état vif et hors de tout assujettissement, ces savoirs désensablés? Quelle force ont-ils par eux-mêmes? Et après tout, à partir du moment où on dégage ainsi des fragments de généalogie, à partir du moment où on fait valoir, où on met en circulation ces espèces d'éléments de savoir qu'on a essayé de désensabler, est-ce qu'ils ne risquent pas d'être recodés, recolonisés par ces discours unitaires qui, après les avoir d'abord disqualifiés, puis ignorés quand ils sont réapparus, sont peut-être tout prêts maintenant à les annexer et à les reprendre dans leurs propres discours et dans leurs propres effets de savoir et de pouvoir. Et si nous voulons, nous, protéger ces fragments ainsi dégagés, est-ce que nous ne nous exposons pas à bâtir nous-mêmes, de nos propres mains, ce discours unitaire auquel nous convie comme peut-être pour un piège ceux qui nous disent tout ça c'est très gentil, mais où est-ce que ça va, dans quelle direction, pour quelle unité? La tentation jusqu'à un certain point est de dire continuons, accumulons, après tout le moment n'est pas encore venu où nous risquons d'être colonisés, parce que je vous disais tout à l'heure que ces fragments généalogiques risquent peut-être d'être recodés, mais on pourrait après tout lancer le défi et dire essayez donc. On pourrait dire par exemple, tenez, depuis le temps que l'antipsychiatrie ou la généalogie des institutions psychiatriques a été entreprise, ça fait maintenant 15 bonnes années, y a-t-il eu un seul marxiste? Y a-t-il eu un seul psychanalyste? Y a-t-il eu un seul psychiatre pour refaire cela dans ses propres termes et montrer que ces généalogies qui avaient été faites étaient fausses, mal élaborées, mal articulées, mal fondées? En fait, les choses sont telles que ces fragments de généalogie qu'on a faits restent là, entourés d'un silence prudent. On ne leur oppose au maximum ceci que des propositions comme celles qu'on vient d'entendre récemment dans la bouche, je crois, de M. Juquin. Tout ça, c'est très gentil, il n'en reste pas moins que la psychiatrie soviétique est la première du monde. Je dirais, bien sûr, la psychiatrie soviétique, vous avez raison, est la première du monde, et c'est précisément ce qu'on lui reproche. Le silence, ou plutôt la prudence donc avec laquelle les théories unitaires contournent la généalogie des savoirs, serait donc peut-être une raison de continuer
On pourrait en tout cas multiplier ainsi les fragments généalogiques comme autant de pièges, de questions, de défis, comme on voudrait. Mais après tout, il est sans doute trop optimiste à partir du moment où il s'agit après tout d'une bataille des savoirs contre les effets de pouvoir du discours scientifique. Eh bien, à partir du moment où il s'agit d'une bataille, peut-être ne faut-il jamais prendre le silence de l'adversaire pour la preuve qu'on lui fait peur. Peut-être le silence de l'adversaire est-il, en tout cas je crois que c'est un principe méthodologique ou un principe tactique qu'il faut toujours avoir à l'esprit, le silence de l'adversaire est peut-être tout aussi bien le signe qu'on ne lui fait pas peur du tout. Et en tout cas, il faut faire, je crois, comme si justement on ne lui faisait pas peur, et il s'agira donc de donner, non pas du tout, un sol théorique, continu et solide à toutes ces généalogies dispersées. Je ne veux en aucun cas leur donner, leur surimposer une sorte de couronnement théorique qui les unifierait, mais je voudrais essayer, dans les cours qui viennent, et sans doute au cours de cette année, de préciser ou de dégager l'enjeu qui se trouve engagé dans cette mise en opposition, cette mise en lutte, cette mise en insurrection des savoirs contre l'institution et les effets de savoir et de pouvoir du discours scientifique. L'enjeu de toutes ces généalogies, bon, vous le connaissez, à peine besoin de le préciser, l'enjeu c'est qu'est-ce que c'est que ce pouvoir dont l'irruption, la force, le tranchant, l'absurdité sont concrètement apparus au cours de ces 40 dernières années, à la fois sur la ligne d'effondrement du nazisme et sur la ligne de recul du stalinisme. Qu'est-ce que le pouvoir ou plutôt parce que la question qu'est-ce que le pouvoir serait justement une question théorique qui couronnerait l'ensemble, ce que je ne veux pas. L'enjeu, c'est de déterminer quels sont dans leurs mécanismes, dans leurs effets, dans leurs rapports, ces différents dispositifs de pouvoir qui s'exercent à des niveaux différents de la société, dans des domaines et avec des extensions qui varient. Grosso modo, je crois que l'enjeu de tout ça, ça serait ceci: l'analyse du pouvoir ou l'analyse des pouvoirs peut-elle d'une manière ou d'une autre se déduire de l'économie? Voilà pourquoi je pose cette question et voilà ce que je veux dire par là. Je ne veux aucunement effacer des différences innombrables, gigantesques, mais malgré et à travers ces différences. Il me semble qu'il y a un certain point commun entre la conception juridique et, disons, si vous voulez, libérale du pouvoir politique, celle que l'on trouve chez les philosophes du XVIIIe siècle, et puis la conception marxiste, ou en tout cas une certaine conception courante qui vaut comme étant la conception du marxisme. Ce point commun, ça serait ce que j'appellerais l'économisme dans la théorie du pouvoir. Et par là, je veux dire ceci. Dans le cas de la théorie juridique classique du pouvoir, le pouvoir est considéré comme un droit dont on serait possesseur et dont on serait possesseur comme d'un bien, et que l'on pourrait par conséquent transférer ou aliéner d'une façon totale ou partielle par un acte juridique ou un acte fondateur de droit, peu importe pour l'instant, par un acte juridique qui serait de l'ordre de la cession ou du contrat. Le pouvoir, c'est celui concret que tout individu détient et qu'il viendrait, pour arriver à constituer un pouvoir politique, qu'il viendrait à céder totalement ou partiellement pour constituer une souveraineté politique. La constitution du pouvoir politique se fait donc, si vous voulez, dans cette
cette théorie, cet ensemble de théories auxquelles je me réfère, la constitution du pouvoir politique se fait donc sur le modèle d'une opération juridique qui serait de l'ordre de l'échange contractuel. Analogie par conséquent manifeste et qui court tout le long de ces théories entre le pouvoir et les biens, le pouvoir et l'argent. Dans l'autre cas, bien sûr, je pense à conception marxiste générale du pouvoir, rien de cela c'est évident. Mais vous avez dans cette conception marxiste quelque chose d'autre qui est la, on pourrait appeler la fonctionnalité économique du pouvoir, fonctionnalité économique dans la mesure où le pouvoir aurait essentiellement pour rôle à la fois de maintenir des rapports de production et de reconduire une domination de classe que le développement et les modalités propres de l'appropriation des forces productives a rendu possible. Le pouvoir politique, vous voyez, aurait, dans ce cas-là, trouverait dans l'économie sa raison d'être historique. En gros, si vous voulez, dans un cas, on a un pouvoir politique qui trouverait dans la procédure de l'échange, dans l'économie de la circulation des biens, son modèle formel, et dans l'autre cas, le pouvoir politique aurait dans l'économie sa raison d'être historique et le principe de sa forme concrète et de son fonctionnement actuel. Eh bien, le problème qui fait l'enjeu des recherches là dont je parle, ce problème peut, je crois, se décomposer de la manière suivante. Premièrement, le pouvoir est-il toujours dans une position seconde par rapport à l'économie? Est-il toujours finalisé et comme fonctionnalisé par l'économie? Le pouvoir a-t-il essentiellement pour raison d'être et pour fin de servir l'économie? Est-il destiné à la faire marcher, à solidifier, à maintenir, à reconduire des rapports qui sont caractéristiques de cette économie et essentiels à son fonctionnement? Deuxième question, le pouvoir est-il modelé sur la marchandise? Le pouvoir est-il quelque chose qui se possède, qui s'acquiert, qui se cède par contrat ou par force, qui s'aliène ou se récupère, qui circule, qui irrite telle région, qui évite telle autre? Ou bien faut-il au contraire essayer de mettre en œuvre pour analyser les pouvoirs sont profondément intriqués dans et avec les relations économiques, même si effectivement les rapports du pouvoir constituent toujours une sorte de faisceau ou de boucle avec les relations économiques. Et dans ce cas, l'indissociabilité de l'économie et du politique, cette indissociabilité ne serait pas de l'ordre de la subordination fonctionnelle, ni non plus de l'ordre de l'isomorphie formelle, mais d'un autre ordre, il s'agirait précisément de dégager. Eh bien, pour faire une analyse non économique du pouvoir, de quoi actuellement est-ce qu'on dispose? Eh bien, je crois qu'on peut dire qu'on dispose vraiment de très peu de choses. On dispose d'abord de cette affirmation que donc le pouvoir ne se donne pas, ni ne s'échange, ni ne se reprend, mais qu'il s'exerce et qu'il n'existe qu'en acte. On dispose également de cette autre affirmation que le pouvoir n'est pas, premièrement, maintien et reconduction des relations économiques, mais en lui-même, primairement, un rapport de force. Les questions, ou plutôt deux questions. Si le pouvoir s'exerce, qu'est-ce que c'est que cet exercice? En quoi consiste-t-il? Quel est sa mécanique? On a là, à ce moment-là, quelque chose dont j'allais dire que c'était une réponse occasion. Enfin, une réponse immédiate qui nous paraît renvoyer finalement par le fil, le fait concret de bien des analyses actuelles. Le pouvoir, eh bien, c'est essentiellement ce qui réprime.
Le pouvoir, c'est ce qui réprime la nature, les instincts, une classe, des individus. Et lorsque, dans le discours contemporain, on trouve cette définition ressassante du pouvoir comme ce qui réprime, après tout, ce n'est pas là. Le discours contemporain n'était pas une invention. Hegel l'avait dit le premier, et puis Freud, et puis Reich. En tout cas, être organe de répression, c'est dans le vocabulaire d'aujourd'hui le qualificatif presque homérique du pouvoir. Alors, est-ce que l'analyse du pouvoir ne doit pas être d'abord et essentiellement l'analyse des mécanismes de répression? Deuxièmement, deuxième occasion, si vous voulez, réponse occasion, si le pouvoir est bien en lui-même mise en jeu et déploiement d'un rapport de force, eh bien, plutôt que de l'analyser en termes de cession, contrat, aliénation, au lieu même de l'analyser en termes fonctionnels de reconduction de rapports de production, est-ce qu'il ne faut pas l'analyser d'abord et avant tout en termes de combat, d'affrontement et de guerre? On aurait donc en face de la première hypothèse qui est le mécanisme du pouvoir, c'est fondamentalement et essentiellement la répression, une seconde hypothèse qui serait le pouvoir, c'est la guerre continuée par d'autres moyens. Et à ce moment-là, on retournerait la proposition de Clausewitz, et on dirait donc que la politique, c'est la guerre continuée par d'autres moyens, ce qui voudrait dire trois choses. D'abord ceci, c'est que les rapports de pouvoir tels qu'ils fonctionnent dans une société comme la nôtre, eh bien, ces rapports de pouvoir ont essentiellement pour point d'ancrage un certain rapport de force établi à un moment donné, historiquement précisable, dans la guerre et par la guerre. Et s'il est vrai que le pouvoir politique arrête la guerre, fait régner, ou tente de faire régner une paix dans la société civile, ce n'est pas du tout pour suspendre les effets de la guerre ou pour neutraliser le déséquilibre qui s'est manifesté dans la bataille finale de la guerre. Le pouvoir politique, dans cette hypothèse, aurait pour rôle de réinscrire perpétuellement ce rapport de force par une sorte de guerre silencieuse, et de le réinscrire dans les institutions, dans les inégalités économiques, dans le langage, jusque dans le corps des uns et des autres. Ce serait donc le premier sens à donner à ce retournement de l'aphorisme de Clausewitz. La politique, c'est la guerre continuée par d'autres moyens, c'est-à-dire que la politique, c'est la sanction et la reconduction du déséquilibre des forces manifestées dans la guerre. Et le retournement de cette proposition voudrait dire autre chose aussi, c'est que, à l'intérieur de cette paix civile, entre guillemets, les luttes politiques, les affrontements à propos du pouvoir, avec le pouvoir, pour le pouvoir, les modifications des rapports de force, accentuation d'un côté, renversement, etc., eh bien, tout ceci, dans un système politique, ne devrait être interprété que comme les continuations de la guerre. C'est-à-dire qu'il serait à déchiffrer comme des épisodes, des fragmentations, des déplacements de la guerre elle-même. On n'écrirait jamais que l'histoire de cette même guerre, même lorsqu'on écrirait l'histoire de la paix et de ses institutions. Et le retournement de l'aphorisme de Clausewitz voudrait dire une troisième chose, c'est que finalement, la décision finale ne peut venir que de la guerre, c'est-à-dire d'une épreuve de force où les armes, finalement, devront être juges. La dernière bataille, ça serait la fin du politique, plutôt la fin du politique, ça serait la dernière bataille, c'est-à-dire que la dernière bataille suspendrait enfin, et enfin seulement, l'exercice du pouvoir comme guerre continuée. Voyez donc, je crois que l'on rencontre, à partir du moment où on essaie de se dégager des schémas économiques pour analyser le pouvoir, on se trouve donc immédiatement en face de deux hypothèses massives. D'une part, le mécanisme de pouvoir, ça serait la répression,
l'hypothèse, si vous voulez, que j'appellerais commodément l'hypothèse Reich, et deuxièmement, le fond du rapport de pouvoir, c'est l'affrontement belliqueux des forces, hypothèse que j'appellerais là encore pour commodité l'hypothèse Lutsch. Bon, ces deux hypothèses ne sont pas inconciliables, au contraire, elles paraissent même s'enchaîner avec assez de vraisemblance. La répression, après tout, est-ce que ce n'est pas la conséquence politique de la guerre, un peu, si vous voulez, comme l'oppression dans la théorie classique du droit politique, comme l'oppression était l'abus de la souveraineté dans l'ordre juridique. On pourrait donc opposer deux grands systèmes d'analyse du pouvoir, l'un qui serait le vieux système que vous trouvez chez les philosophes du XVIIIe siècle, qui s'articulerait autour du pouvoir comme droit originaire que l'on cède, constitutif de la souveraineté, et avec le contrat comme matrice du pouvoir politique, et ce pouvoir ainsi constitué risquerait, lorsqu'il se dépasse lui-même, c'est-à-dire lorsqu'il déborde les termes mêmes du contrat, de devenir oppression. Pouvoir-contrat avec comme limite, ou plutôt comme franchissement de la limite, l'oppression. Et vous auriez l'autre système qui essaierait d'analyser au contraire le pouvoir politique non plus comme contrat, enfin selon le schéma contrat-oppression, mais selon le schéma guerre-répression. Et à ce moment-là, la répression, ce n'est pas ce qu'était l'oppression au contrat, c'est-à-dire un abus, mais au contraire, le simple effet et la simple poursuite d'un rapport de domination. La répression, ce ne serait pas autre chose que la mise en œuvre à l'intérieur de cette pseudo-paix que travaille une guerre continue, la mise en œuvre d'un rapport de force perpétuel. Donc, deux schémas d'analyse du pouvoir, le schéma contrat-oppression, qui est le schéma, si vous voulez, juridique, et le contrat domination-répression ou guerre-répression, dans lequel l'opposition pertinente n'est pas celle du légitime et de l'illégitime, comme dans le schéma précédent, mais où l'opposition est entre lutte et soumission. Bon. Il est bien entendu que tout ce que je vous ai dit au cours des années précédentes s'inscrit du côté du schéma lutte et répression, et c'est ce schéma-là que, de fait, j'ai essayé de mettre en œuvre. Or, à mesure que je le mettais en œuvre, eh bien, j'ai été amené tout de même à le reconsidérer. À la fois, bien sûr, parce que sur tout un tas de points, il est encore insuffisamment élaboré, je dirais même qu'il est tout à fait inélaboré, mais parce que je crois même que ces deux notions de répression et de guerre doivent être très considérablement modifiées, sinon peut-être à la limite abandonnées. En tout cas, il faut, je crois, regarder de près ces deux notions de répression et guerre, ou si vous voulez, regarder d'un peu plus près l'hypothèse que les mécanismes de pouvoir seraient essentiellement des mécanismes de répression, et cette autre hypothèse que sous le pouvoir politique, ce qui gronde et ce qui fonctionne, c'est essentiellement et avant tout un rapport belliqueux de guerre. Je crois, sans trop me vanter, m'être tout de même méfié depuis assez longtemps de cette notion de répression. Et j'ai essayé de vous montrer, à propos justement des généalogies dont je parlais tout à l'heure, à propos de l'histoire du droit pénal, du pouvoir psychiatrique, du contrôle de la sexualité enfantine, etc., que les mécanismes qui étaient mis en œuvre dans ces formations de pouvoir, ces mécanismes étaient tout autre chose, bien plus en tout cas que la répression. En tout cas, je crois que je ne peux pas continuer sans reprendre un petit peu justement cette analyse de la répression, rassembler un peu tout ce que j'ai pu dire d'une façon un peu décousue sans doute, et par conséquent le prochain cours, ou éventuellement les deux prochains cours, seront consacrés à la reprise critique de la notion de répression, essayer de montrer en quoi et comment cette notion si courante maintenant de répression pour caractériser les mécanismes et effets de pouvoir sont tout à fait insuffisantes pour le service.
Mais l'essentiel du cours, alors dans 3 semaines, sera consacré à l'autre volet, c'est-à-dire au problème de la guerre. C'est-à-dire que je voudrais essayer de voir dans quelle mesure le schéma binaire de la guerre, de la lutte, de l'affrontement de force peut effectivement être repéré comme le fond, à la fois le principe et le moteur de l'exercice du pouvoir politique. Est-ce que c'est bien exactement de la guerre qu'il faut parler pour analyser le fonctionnement du pouvoir? Est-ce que les notions de tactique, de stratégie, de rapport de force sont valables? Dans quelle mesure est-ce qu'elles le sont? Est-ce que le pouvoir, tout simplement, est une guerre continuée par d'autres moyens que les armes ou les batailles? Sous le thème devenu maintenant courant, d'ailleurs relativement récent, que le pouvoir a en charge de défendre la société, est-ce qu'il faut entendre, oui ou non, que la société, dans sa structure politique, est organisée de manière que certains puissent se défendre contre les autres, ou défendre leur domination contre la révolte des autres, ou simplement encore défendre leur victoire et la pérenniser dans l'assujettissement. Donc, si vous voulez, le schéma du cours de cette année sera le suivant. D'abord, un ou deux leçons consacrées à la reprise de la notion de répression, puis ensuite, je commencerai cette année, puis éventuellement je poursuivrai les années d'après, je n'en sais rien, ce problème de la guerre dans la société civile. Je commencerai à vous parler un petit peu, à mettre de côté justement ceux qui passent pour les théoriciens de la guerre dans la société civile et qui ne sont absolument pas, à mon sens, c'est-à-dire Machiavel et Hobbes. Et puis j'essaierai de reprendre cette théorie de la guerre comme principe historique de fonctionnement du pouvoir autour du problème de la race, puisque c'est dans le binarisme des races qu'a été perçue pour la première fois en Occident la possibilité d'analyser le pouvoir politique comme une guerre. Et j'essaierai de conduire ça jusqu'au moment où lutte des races et lutte de classe devient, à la fin du XIXe siècle, les deux grands schémas selon lesquels on essaie de repérer le phénomène de la guerre et les rapports de force à l'intérieur de la société politique. Voilà. À bientôt.